Frenkie de Jong, héritier de Cruyff et de la patte de l'Ajax d'Amsterdam, destiné à briller au Barça, mais qui avant cette saison et plus particulièrement janvier avait un peu de mal à le faire, je dirais. Maintenant, tout a l'air d'être rentré dans l'ordre, à tel point qu'il est passé de presque indésirable ou de joueur qu'il faut absolument vendre à intouchable. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Longtemps nous avons attendu Frenkie, le Frenkie de l'Ajax, évidemment, celui qui semblait invincible, celui qui a lui tout seul marché sur le milieu du Real Madrid, sur même l'équipe, tu vois, entière dans cette fameuse campagne de Ligue des Champions. C'est ce Frenkie-là que le Barça est allé chercher en 2019, mais le problème c'est que entre-temps il a alterné le bon et le moins bon. Il y a plusieurs raisons à ça, évidemment, c'est pas uniquement de sa faute, je dirais, c'est une question de... Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, de toute façon, mais il était quand même pas très régulier. Il a connu aussi plusieurs entraîneurs qui n'ont pas vraiment réussi à le mettre dans les meilleures conditions. Évidemment, à l'époque, il était présenté comme le nouveau Busquets. Pour certains, il est toujours le nouveau Busquets, je sais pas pourquoi. Donc le Barça, à l'époque, prépare l'après-Busquets, ils vont chercher Frenkie pour plus de 85 millions, excellente idée, mais le problème dans l'histoire, c'est que Frenkie, il a rien à voir avec Busquets, tout simplement. Donc à l'époque, moi-même, je me disais, c'est parti, allons-y, Frenkie, c'est parti, le nouveau Busquets, on va remplacer un peu Busquets, avec le temps, ça sera Frenkie qui sera en 6, mais je m'étais pas forcément, tu vois, posé vraiment la question plus que ça. Quand on regarde un peu plus de près le Frenkie de l'Ajax, ben, tu te rends compte assez rapidement que c'est absolument pas du tout le même profil, tout simplement. Alors c'est quelque chose de naturel, j'ai envie de dire, c'est assez normal. Tout le monde, les médias, tous les supporters, ils vont toujours aller chercher, à chaque fois qu'il y a un joueur excellent en fait dans ton équipe, qui a excellé pendant tant d'années, qui a fait des merveilles dans ton équipe, tu vas, une fois que le gars approche de la retraite, tout ça, tu vas aller chercher le nouveau machin, tu vois, le nouveau Intel, à la recherche du bonheur, à la recherche du nouvel Iniesta, du nouveau Busquets, tu vois. On arrive quand même à entendre des dingueries telles que Marvin Martin, le nouveau Zinedine Zidane. ça c'est incroyable. Tout ça pour dire que ça a été quelque chose qui a toujours été fait. Essayer désespérément de trouver le nouveau Intel, tu vois. On essaie de rentrer les joueurs dans des cases, en fait, pour qu'ils correspondent parfaitement aux joueurs qui étaient là avant, tu vois, et qu'ils fassent tout pareil que lui, tu vois, pour que ça marche, tu vois. T'as pas besoin de t'adapter, tu vois. T'as une équipe qui fonctionne très bien avec un milieu Busquets, Xavi, Iniesta. Alors tu fais venir Arthur, le nouveau Xavi. Tu fais venir Coutinho, le nouvel Iniesta, et tu fais venir Frenkie, le nouveau Busquets. Et évidemment, on voit que ça n'a pas très bien fonctionné. Donc s'il y a bien un joueur que tu peux pas forcément rentrer dans une case, j'ai envie de dire, c'est Frenkie. Je l'ai dit, je le répète, Frenkie pour moi est un joueur total, mais je pense que c'est même pas que pour moi, c'est juste que c'est un joueur total, c'est un joueur qui peut tout faire, et tout faire avec une grande aisance, j'ai envie de dire. C'est aussi ça le problème. C'est le fait en fait que ça soit un joueur total, et que ça soit un joueur qui excelle dans tout, c'est là qu'il est le meilleur en fait. C'est quand il fait un peu de tout au milieu. C'est pas uniquement de le garder dans une fonction très restreinte. Tu vois, c'est ça le problème. Il peut pas jouer et être suffisamment à l'aise, on va dire, pour jouer uniquement en 8 et jouer uniquement en 6 en pivot, tu vois. Il faut qu'il joue, en fait, son rôle, c'est ses qualités premières, en fait, c'est de jouer un hybride, un rôle hybride entre le 6 et le 8, tout simplement. Si on regarde le Frenkie de l'Ajax, c'est qu'on regarde un peu son rôle sur le terrain, son poste qu'il pouvait avoir, on peut avoir un peu de mal, tu vois, à se dire quel poste il a, en fait. Parce que tu regardes un moment, un instant T, au début de l'action, il vient chercher la balle entre les deux défenseurs, il est devant sa surface, il demande la balle au gardien, et l'instant d'après, il est à l'entrée de la surface adverse et il vient claquer le but, finir l'action. Qu'est-ce qui se passe avec ce joueur? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Est-ce que t'es défenseur? Est-ce que t'es milieu de terrain? Est-ce que t'es 6, 8, attaquant, milieu, ailier, frère, gardien? Je ne sais pas, tu vois. Tu ne sais pas. Parce qu'il est un peu partout sur le terrain, Frenkie, en fait. Il est partout et des fois, au Barça, pendant tant d'années, il a été un peu partout et nulle part à la fois. C'est du mal à se trouver, à avoir ses repères aussi. Et les coachs n'ont pas aidé non plus. Donc on a pu se fourvoyer, en voyant Frenkie venir comme ça entre les deux défenseurs et venir chercher la balle. Quand on a vu Busquets pendant des années le faire, on se dit, voilà, Frenkie lui aussi vient entre les deux défenseurs centraux qui s'écartent pour aller chercher la balle. Sauf que Frenkie, ce qu'il fait, c'est qu'après, il porte le ballon et il traverse tout le terrain, tu vois.
ce que Busquets évidemment ne faisait pas. Donc Frenkie il jouait parfois comme central, il venait au milieu en phase offensive, il était parfois comme troisième central qui venait au milieu en phase offensive donc, et tu te retrouvais avec 2 défenseurs centraux, des latéraux, tu vois, selon l'animation, selon l'équipe, tu vois, il jouait comme ça. Des fois il était en double pivot aussi, avec toujours un gars à côté pour couvrir un peu ses montées, tu vois. Mais finalement, assez rarement on l'a vu seul en pivot au final. On l'a pas vu beaucoup seul en pivot. Je ne me souviens plus comme ça par mémoire, j'ai pas cherché, je vous avoue. Peut-être une petite flemme, mais je n'ai pas cherché ce que disaient ses coachs. J'ai pas vraiment le souvenir de ce que disaient ses coachs avant à l'Ajax ou même avec les Pays-Bas qui l'ont connu. Parce que finalement, il y en avait qui disaient il peut jouer 6, non, il peut jouer seul en 6. Après, il y en avait qui disaient non, Frenkie est un double pivot. Alors non, Frenkie c'est plus un 8. Qu'est-ce que c'est vraiment Frenkie? Est-ce que c'est une énigme cette personne? Je pense pas tant que ça non plus. C'est pas si compliqué de ça, je pense. Donc pourquoi la question c'est pourquoi vouloir absolument voir Frenkie remplacer Busquets dans ce rôle de pivot, sachant qu'il l'a, avant de venir au Barça, pas vraiment joué dans ce poste-là. Busquets, le digne héritier de Guardiola, que le Barça a cherché pendant tant d'années aussi à remplacer, le nouveau Guardiola, Busquets, ça y est. Donc le pivot, poste important au Barça, voire fondamental, vous le savez bien, c'est fondamental le pivot. Non seulement Busquets est fondamental, mais le poste de pivot l'a été aussi pendant de nombreuses années. Ce poste si spécial que Busquets il a rempli à merveille, qui a été mis en place aussi par Guardiola en fait. Enfin, Guardiola qui a mis en place Busquets, pas forcément ce poste-là. Mais pendant des années, on a eu ce poste-là et on avait l'impression qu'on pouvait pas forcément y toucher, tu vois. C'était un peu chasse gardée. Chasse gardée, tu n'as pas le droit de toucher à ce poste-là. C'est pas question de pas devoir toucher Busquets. C'est pas que Busquets était intouchable. C'est surtout que le poste, avant tout, de pivot, était intouchable. Et que, à ce poste-là, de pivot, le meilleur, c'était Busquets, tout simplement. Donc, c'était un peu la problématique qu'on avait, je ne sais pas, la problématique que pouvaient avoir tous les coachs qui sont passés, parce qu'évidemment, Guardiola donc, a mis en place Busquets. Après, Enrique, il en a profité, tout ça aussi, il a pu se faire plaisir. Après, il y a eu Valverde, j'en passe des coachs, mais il y a eu Valverde qui a pu se reposer sur Busquets, évidemment, parce que Valverde, tu te demandes si c'est lui qui donnait les indications ou si c'est Busquets, limite, qui lui donnait les indications à lui, parce que je pense pas que Valverde ait plus de qualité tactique que Busquets, mais bon, ça reste un autre débat. Donc ce fameux poste de pivot là, c'est un peu chasse gardée par Busquets, mais aussi c'est que les coachs passent et ne trouvent pas forcément de solution. Déjà, les coachs font confiance à Busquets, parce que Busquets peut dire ce qu'on en veut, mais il est resté à un certain niveau, à un très haut niveau pendant de nombreuses années, et même encore cette saison, il fait une excellente saison, je trouve. Même si par moment, évidemment, ça ne va pas et qu'il faut chercher un remplaçant, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas le sujet. Donc tous les coachs passent et font confiance à Busquets, ça c'est une première chose, mais à côté, personne n'ose vraiment toucher ce poste-là de pivot, et ils osent pas vraiment tenter quelque chose de différent, tu vois. Un double pivot par exemple, je sais pas. Après il y a eu Koeman qui a essayé ça pendant un temps, qu'il a essayé vaguement, je sais pas, peut-être sa première saison, il avait un peu essayé au début avec un Coutinho en 10, quelque chose comme ça je crois, mais ça avait pas bien marché. Évidemment on sentait pas une alchimie, alors... Je dis pas que c'est de la faute de Koeman, je dis pas que c'est de la faute de Frenkie, c'est de la faute de Busquets, on n'en sait rien, peut-être que les éléments n'étaient pas réunis pour que tout marche comme il faut, tu vois, peut-être que l'animation n'allait pas, peut-être que les instructions n'allaient pas, peut-être que les joueurs qui avaient autour de ça ne s'adaptaient pas forcément à un double pivot, tu vois, donc c'est compliqué de savoir exactement pourquoi ça n'a pas vraiment fonctionné, mais au moins Koeman a eu le courage de tenter ça, de toucher à ce fameux poste de pivot. Donc il a fallu un ensemble de petites choses comme ça qui se passent pour qu'on arrive enfin à un double pivot Busquets-Frenkie qui fonctionne, on va dire. Il a fallu attendre janvier, donc un fameux soir de janvier, le 8 plus précisément, contre l'Atlético Madrid, où voilà, c'était la première fois qu'on a vu un double pivot Busquets-Frenkie, incroyable, sous Xavi, évidemment, parce que Xavi avait tenté déjà un double pivot avec Frenkie, mais sans Busquets en début de saison, là, de cette saison contre la Real Sociedad. Busquets avait pris un rouge pour son premier match contre le Rayo Vallecano, et contre la Real Sociedad en première mi-temps, il avait essayé Frenkie-Xavi en double pivot, ça n'avait absolument pas fonctionné, ça avait été même plutôt assez catastrophique. Je sais pas si Frenkie avait le rôle de Busquets et Xavi le rôle de Frenkie, tu vois, actuel, ou si c'était l'inverse, mais en tout cas ça ne fonctionnait pas. On n'a pas un Xavi non plus Xavi n'a pas la science tactique évidemment de Busquets, donc c'est différent de faire un double pivot Xavi et Frenkie plutôt que Frenkie Busquets, c'est assez logique. Donc ça n'avait pas bien fonctionné, Busquets n'était pas là d'un côté, donc ça forcément ça fonctionne un peu moins, mais il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en compte. Évidemment il y avait Ferran Torres qui avait le rôle de Xavi actuel
habituel, c'est-à-dire ailier qui rentrait dans l'axe, voilà, et on voyait que ça ne fonctionnait pas vraiment. Est-ce que c'est vraiment de la faute de Ferran? Je ne pense pas non plus, on va pas abuser, parce que on le voit cette saison, même quand il n'y a pas Gavi, bah c'est différent quand même, c'est différent parce que Gavi, il t'apporte cette maîtrise de balle, ce pressing, tout ça, ce contre-pressing qu'on a au milieu et qu'on n'a pas sans lui, donc du coup c'est un peu compliqué, mais on va pas partir là-dedans. Donc le principal problème, c'est que évidemment il n'y avait pas Busquets à côté de Frenkie et que Frenkie n'avait pas totalement la liberté qu'il voulait avoir ou qu'il doit avoir par rapport à ses qualités. Et on était aussi en début de saison, peut-être que les choses n'avaient pas été vraiment travaillées à l'entraînement encore pour que ça marche totalement, tu vois, mais c'est peut-être une raison aussi. Mais au final, la montée en puissance de Baldé sur le côté gauche, hein, dans ce rôle-là un peu de piston, ça a aussi changé les choses évidemment. Ça a fait que Frenkie, on le voit, regardez un peu certaines vidéos un peu de Frenkie quand il était à l'Ajax, il partait souvent de la gauche très bas, limite soit en arrière gauche, soit en défenseur central, tu vois, mais côté gauche, comme il le fait là en fait. Donc tout simplement, c'est quelque chose de plus naturel pour lui. Il l'a fait pendant des années à l'Ajax, ça fonctionnait très bien. Et là, donc grâce à Baldé, le fait que Baldé puisse avoir ce rôle de piston et qu'il monte comme ça dans le couloir, Frenkie il a cette liberté, tu vois, de couvrir aussi Baldé pour les monter, mais aussi de former un double pivot avec Busquets tout simplement. Donc on arrive à ce Barça là. Xavi a su ajuster certains points, certaines choses et abandonner vraiment le pivot qui est aussi cher à ce Barça. Donc est-ce qu'il fallait que ça soit absolument Xavi, le coach, à la tête voilà, de l'équipe pour que ça bouge enfin, pour qu'il y ait quelque chose qui bouge? Je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que c'était écrit, mais comme le disait un grand philosophe aussi, les amis, le football il a changé. Oui, le football il a changé. Le Barça il a rendu un peu populaire le 4-3-3 à son époque, hein, époque Guardiola, c'est devenu après un peu la mode de jouer en 4-3-3 de cette façon-là, avec un pivot seul devant la défense, mais les équipes qui pratiquent un peu ce football aussi ont dû s'adapter parce que les équipes en face tombaient contre le Barça ou autres équipes qui jouaient dans ce style-là, dans le jeu de position, tout ça avec un fort jeu de possession. Les équipes qui avaient en face, ils ont dû s'adapter. Évidemment, pour s'adapter au mieux, ils ont dû poser un magnifique bus. Évidemment, on connaît bien ce bus ici. Et ils ont posé le bus pour pouvoir contrer cette possession, ce truc-là, tu vois, et jouer en contre-attaque. Donc que faire face à un bus? Évidemment, il faut rajouter peut-être aussi des attaquants. Qui dit attaquant, dit pas forcément attaquant pur, mais peut-être milieu aussi qui joue de plus en plus haut. Et tu rajoutes et tu rajoutes. Tu commences à jouer face à un 4-4-2, tu finis par jouer face à un 5-4-1, et ça devient beaucoup plus compliqué. Des fois, t'as 5 défenseurs, t'as 2 rideaux vraiment très compacts, tout ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas rajouter des attaquants. Et au lieu de jouer en 4-3-3, tu vas commencer à jouer avec 4 attaquants, 5 attaquants, 6 attaquants peut-être, tu vois. Tu vas essayer d'aller chercher la supériorité numérique, tu vois, dans cette défense aussi compacte. Bien sûr, tout ça, ça existait déjà bien avant, les systèmes comme ça, avec beaucoup d'attaquants dans l'histoire du football, ça n'a pas été inventé maintenant, mais il y a certains coachs comme ça qui viennent un peu révolutionner, un peu trouver des nouvelles solutions, des nouvelles idées comme ça, et on en arrive là, quoi. Bref, on arrive à la déclaration de Frenkie, du coup, hier, qui a dit je ne suis pas un 6 fixe comme Busquets, j'ai besoin de mouvement. Besoin de liberté aussi peut-être, comme un oiseau. Donc la déclaration est assez intéressante je trouve, hein. Bon, mis à part qu'elle mette un peu fin au débat de Frenkie en pivot seul qui remplace Busquets. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est quand il dit j'ai besoin de mouvement. Alors je sais déjà ce qu'on va me dire hein, dans la déclaration, c'est ce qu'on m'a dit hier d'ailleurs sur Twitter. Non mais ça veut pas dire que Frenkie ne peut pas jouer en 6, tout ça. C'est pas le débat en fait. Le débat n'est pas la problématique, la question n'est pas là en fait. Est-ce que Frenkie peut jouer en 8 ? Oui. Est-ce que Frenkie peut jouer en 6 ? Oui, sûrement, pas de problème. Est-ce qu'il peut jouer en pivot ? Oui, il peut jouer en pivot. Mais la vraie question, c'est dans quel rôle Frenkie peut être le plus à l'aise et apporter le plus à l'équipe en fait. Parce que flatter son ego ou se faire plaisir comme ça en disant tu vois Frenkie peut jouer à la place de Busquets, tout ça dans ce rôle de 6, ça fait plaisir, c'est cool, on est content, mais en soi, est-ce que c'est mieux qu'il joue en 6 juste pour flatter ton ego ou est-ce que c'est mieux que Frenkie joue dans le rôle dans lequel il est plus à l'aise et là où il va apporter le plus à l'équipe pour que l'équipe en bénéficie tout simplement. Je veux dire, j'ai pas besoin de répondre à ça me paraît évident. Dans le football et surtout avant les matchs, à tout le monde, ça c'est un phénomène qui se voit de plus en plus, tout le monde attend la fameuse compo. La fameuse composition d'équipe qui fait tant débat aussi avant les matchs, il y a tel joueur, il y a tel joueur, il y a tel joueur qui est sur le terrain. Pourquoi il a mis tel joueur ? Il faut mettre ce joueur-là parce que ce joueur-là est plus fort que lui. Mais le football se joue à 11 frérot, donc en fait il faut que qu'il y ait de la complémentarité aussi dans l'équipe, tu vois. Tu peux avoir des joueurs qui font la différence, tu vas avoir un mec comme Dembélé ou Rafinha,
disons, sur l'aile droite, et tu vas dire qui je mets entre Dembélé et Rafinha. Sauf que là, c'est un joueur qui va faire des différences concrètement. Tu vas mettre Dembélé parce qu'il va apporter plus de danger, il va plus percuter, il va plus dribbler, il va apporter plus dans le 1 contre 1. Ça va être un rôle particulier pour un attaquant. Tu vas avoir Lewandowski aussi. Lewandowski qui a un rôle très précis, c'est-à-dire marquer des buts. Marquer des buts, faire gagner les matchs. En gros, pour faire simple. Mais après, t'as tout le noyau de l'équipe, on va dire. Le noyau de l'équipe est principalement ton milieu ou même la défense, tu vois, où tu vas devoir trouver des mecs où il y a de la complémentarité. Et c'est ce qu'on voit avec le milieu du Barça cette saison, le fameux milieu à 4. C'est un mec comme Pedri, Gavi, Frenkie, Busquets, les 4 ont un profil différent. Les 4 apportent quelque chose de différent que personne d'autre apporte vraiment, tu vois. Et au final, ça marche très bien parce que les mecs sont hyper complémentaires, tu vois. Donc beaucoup pensent que le style plus important, en fait, c'est le système. 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, je ne sais quoi, tu vois. Ça, c'est pas vraiment important. Le plus important, c'est pas le système. Le plus important, c'est l'animation, en fait. Ce qui n'est absolument pas la même chose, qui n'est pas vraiment la même chose. On va donner un exemple simple. Je vais sortir mon petit tableau, je vais vous montrer. Premier exemple, un 4-3-3. La compo est annoncée, les amis, le match arrive. C'est un 4-3-3 annoncé, c'est magnifique. Il y a Koundé ici, Araujo, Christensen, Balde, Busquets, Frenkie, Pedri, Dembélé, Lewandowski et Gavi. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, il y a tout le monde qui va se dire bon, on joue en 4-3-3, mais on en a marre de jouer en 4-3-3, ou alors il faut jouer en 4-3-3. Mais l'important n'est pas là. Le système de base, il est posé, voilà, il y a les joueurs, on s'en fout. L'important, c'est ce qu'on voit sur le terrain et en phase offensive, comment les joueurs bougent sur le terrain, tout simplement. Donc, ça, c'est la composition qu'on voit le plus souvent cette saison, en tout cas. Donc là, on a Busquets en pivot simple. Mais quand on a le ballon et quand on va pour attaquer, on a Balde qui prend le couloir, qui monte là. On a Busquets, on a Frenkie. Double pivot, Pedri, Gavi qui vient là, et la défense à 3. Voilà, c'est basiquement, hein, c'est plus ou moins ce qu'on a vu cette saison. C'est pas forcément uniquement ça. Des fois, on avait Koundé qui montait dans le couloir, mais c'est pour faire simple. Pour dire que de base, en fait, dans ce système-là, dans cette compo, on a Busquets en pivot simple, mais finalement, dans l'animation, on a un double pivot. Donc ça, c'est un truc qui marche, qui a marché cette saison, qui a plutôt bien marché, bien fonctionné quand l'équipe a sorti les meilleurs matchs. C'était avec généralement avec cette animation-là. Et ces joueurs sur le terrain aussi. Maintenant, on va changer on va prendre un autre exemple. Hop, 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 hop. On va prendre un 4-3-3, les gars, pour vous faire plaisir à certains. Un 4-3-3 avec Frenkie ici. Frenkie. C'est un exemple. Je dis pas qu'il faut jouer comme ça, je dis pas que machin, mais c'est pour montrer que c'est pas le système qui importe, c'est l'animation. Donc là, on a Frenkie, on n'a plus Busquets. Busquets n'est plus là, les amis. Busquets, c'est SNL Banquillo ou Busquets est parti en Arabie Saoudite pour aller en vacances tranquillement. Donc on a toujours Koundé à droite. On a Araujo, on a Christensen, et là on va partir sur un autre joueur, on va partir sur Marcos Alonso. C'est pour l'exemple. Marcos Alonso, Frenkie, Pedri, Gavi. Ici, on va dire qu'on a Dembélé ici, pour faire simple, pour l'exemple. Lewandowski et Ferran Torres. Oui, je sais, les amis, on s'en fout. Ne vous focalisez pas là-dessus, c'est juste pour avoir un profil d'ailier qui colle aux lignes. Donc, en phase défensive, on va dire qu'on est plus ou moins comme ça, mais quand on a le ballon, après, quand on attaque, on a les ailiers qui collent la ligne, évidemment. On a les milieux intérieurs qui prennent les demi-espaces. Hop. On a Frenkie qui est là. Et qui c'est qui va s'intégrer en double pivot? C'est Christensen. Eh ben oui, Christensen, il est là, il monte. On est en double pivot, comme ça, Frenkie, il peut avoir la liberté, il a la liberté de pouvoir monter tranquillement. On a Christensen qui reste couvrir, comme peut le faire Busquets actuellement, et qui a un jeu de passe intéressant, une vision de jeu intéressante. Et derrière, on a une défense à 3, évidemment. On a une défense à 3, Alonso, machin, tu vois. Donc de base, on est parti avec un Frenkie en pivot simple, avec Gavi et Pedri à côté de lui. On se retrouve quand même en double pivot, cette fois-ci avec Christensen. Ça peut être avec n'importe qui. Ça marche avec Garcia, ça peut marcher avec n'importe qui, mais c'est un exemple. Pour vous dire qu'en fait, de base, tu pars avec une composition d'équipe, un système où Frenkie n'est pas en pivot, ou alors il est en pivot. Et au final, qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Tout simplement parce que la finalité est la même. Tu finis en double pivot et ce qui compte, comme je dis, c'est plutôt l'animation plutôt que le système. Donc le problème en soi, c'est pas que Frenkie soit dans un pivot simple ou non dans la composition d'équipe. Ce qu'il faut regarder, c'est l'animation et dans quel rôle Frenkie évolue en fait sur le terrain. Le double pivot, c'est pour lui et pour l'équipe actuellement la meilleure chose possible, avec les joueurs qui l'entourent. C'est le cas aujourd'hui, c'est le cas à l'instant T, mais ça sera peut-être pas le cas demain, on verra, peu importe. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que pour la première fois qu'il est au Barça, Frenkie, il retrouve un peu la magie qu'il avait à l'Ajax, bizarrement, tu vois, c'est assez marrant, il a fallu 4 ans et 4 coachs pour qu'on se rende compte enfin que, en fait, finalement, le poste
qui était le plus adapté pour lui, le mieux pour lui, c'était celui qu'il avait à l'Ajax. C'est assez fou. Ah là là, le Barça les amis, le Barça. Le Barça ça fait mal au crâne des fois. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.